Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Bruno Rostand, je suis le directeur innovation entrepreneuriat de PSL. Je suis très heureux d'animer ce troisième et dernier workshop qui va clore un riche après-midi de discussion autour des startups de PSL. Merci beaucoup à tous les internautes qui ont eu l'endurance et le courage de rester connectés jusqu'au bout. Et merci aussi et surtout aux intervenants de ce workshop qui nous ont fait l'amitié de répondre à notre invitation et à celle de BPI France. Je vais les présenter au fur et à mesure. Et d'abord, je vais dire deux mots d'introduction en repartant du titre de ce workshop, Deep Tech, Biotech, Clean Tech et autres. C'est peut-être un peu cryptique. Ça n'était pas une façon de faire du teasing. C'était simplement pour essayer d'interroger deux aspects qui sont importants pour nous. D'abord, l'interdisciplinarité, qui est un mot-clé très important à PSL, et son lien avec la création de startups deep tech, à la fois en termes de la diversité des expertises dont ces startups ont besoin pour leur développement, et aussi en termes de lien avec la recherche, qui elle-même est souvent une recherche interdisciplinaire. L'autre aspect que nous aimerions éclairer, ce sont les spécificités des différents types de startups qui sont mentionnés dans ce titre, donc biotech, clean tech. Donc en termes de modèles de développement, de financement, d'accès au marché, de ressources humaines, quelles différences, quelles conséquences on peut tirer des spécificités de ces domaines et comment, du coup, améliorer, renforcer encore l'accompagnement qu'on leur apporte. Donc, on va avoir sur ces questions les regards croisés de chercheurs, d'entrepreneurs et de professionnels du transfert et de l'incubation. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais, puisque nous souhaitons placer la recherche au cœur du système, je vais commencer par Arnaud. Donc Arnaud Tourin, professeur à l'ESPCI et directeur de l'Institut Langevin, qui est une unité de recherche qui produit d'une part des publications scientifiques de très haut niveau et d'autre part des startups, Ecosense, CardiaWave, Supersonic Imagine, Greener Wave, dont on va parler dans un instant. Donc Arnaud, est-ce que tu peux nous dire comment tu vois le lien entre cette recherche et ces startups? Quel type de relation développent les équipes de l'Institut Langevin avec ces startups? Alors, merci Bruno et merci pour l'honneur qui m'est fait de démarrer, d'ouvrir le bal. Alors l'Institut Langevin est un laboratoire de recherche académique qui est dédié à la physique des ondes et à ses applications. Alors c'est somme toute un laboratoire relativement récent puisqu'il est né il y a un peu plus de 10 ans, en 2009, à l'initiative de Matthias Fink, grande figure de l'ESPCI. À l'époque, Matthias Fink, qui dirigeait le laboratoire ondes et acoustiques, et son collègue de l'école de l'ESPCI, Claude Bocara, qui dirigeait le laboratoire d'optique physique, ont décidé de rassembler leur laboratoire pour créer un lieu dans lequel les chercheurs s'intéresseraient à toutes les ondes possibles, depuis les ondes acoustiques jusqu'à la lumière, en passant par les vagues, les ondes sismiques ou encore les micro-ondes. Donc, par construction, l'Institut Langevin est un laboratoire éminemment pluridisciplinaire et on le sait, c'est l'une des clés de l'innovation. Alors, j'y reviendrai peut-être s'il y a des questions, mais je pense qu'il est important d'insister qu'il y a un deuxième pilier important dans notre stratégie qui est la recherche académique du plus haut niveau. Autrement dit, l'idée, c'est que nous sommes avant tout des chercheurs en physique des ondes, intéressés à comprendre la façon dont les ondes se propagent dans les milieux les plus complexes, les plus divers qu'on puisse imaginer. Et nos recherches, souvent très amont, conduisent à de nouveaux concepts pour apprivoiser les ondes. Et ce sont ensuite ces concepts qu'on essaie d'utiliser pour imaginer des applications dans des domaines très variés qui peuvent aller de la médecine et de la biologie à la géophysique, en passant par le contrôle santé des matériaux ou encore les communications numériques. Et puis, dans certains cas, on va jusqu'à créer des entreprises. Et pour ce faire, en 2011, une juriste, en la personne de Daphné Raffini, a créé, grâce à un financement à l'ABEX, donc dans le contexte du programme des investissements d'avenir, un pôle innovation dédié, donc un service internalisé à l'Institut Langevin, qui a défini une véritable stratégie d'innovation, et stratégie qui est déclinée en particulier au quotidien par l'accompagnement des chercheurs dans leur projet de valorisation. Et donc, c'est vraiment l'une des clés de notre réussite et finalement le troisième pilier de notre stratégie. Et évidemment, on bénéficie pour ces créations d'entreprises de l'écosystème de PSL Valorisation, du CNRS et également de l'incubateur PCUP. Et pour terminer de répondre à ta question, on garde en général un lien très étroit avec les sociétés qu'on a contribué à créer. Greener Wave en est un bon exemple, il va en être question dans un instant. L'idée étant qu'on passe en général un contrat de collaboration, donc qui lie le laboratoire représenté par l'une de ses tutelles et la start-up concernée, ce qui apporte déjà des ressources financières au laboratoire, des ressources financières nouvelles qui vont lui permettre de continuer à faire de la recherche fondamentale de haut niveau. Mais aussi, ça donne accès au laboratoire à des technologies de pointe qu'on peut réutiliser
pour s'attaquer à de nouveaux sujets de physique fondamentale dans une stratégie de gagnant-gagnant. Et donc, si je voulais résumer en une phrase, finalement, on a bâti un modèle qui repose sur une alliance étroite et fertile entre recherche académique du plus haut niveau possible, développement instrumental et création d'entreprise. Merci beaucoup. On sent qu'il y a un mot-clé important et on pourra peut-être y revenir, qui est la proximité des équipes de recherche avec les startups, des labos, avec le pôle innovation, avec l'écosystème. Et donc, une des choses qu'on pourra peut-être interroger, c'est l'évolution de comment les startups démarrent dans cette proximité et puis prennent leur envol et comment cette relation évolue. On pourra y revenir. Mais pour l'instant, ça nous amène naturellement ça m'amène naturellement à me tourner vers Élodie Tramois. Donc, Élodie, tu es Startup Development Manager à PC Hub, qui est l'incubateur de l'ESPCI. Donc, les startups que tu accompagnes ont en commun, je pense, à part peut-être des très rares exceptions, un lien fort à la recherche. Et en même temps, elles exercent dans des domaines différents, l'industrie, les biotech, la santé, etc. Donc, comment est-ce que tu vois ce lien avec la recherche et comment est-ce qu'il est éventuellement dépendant des domaines d'activité de ces startups? Alors, bonjour à tous et merci Bruno pour cette introduction. Donc, c'est vrai que le lien entre la recherche et la création de startups, elle est indissociable. Et notamment à l'ESPCI, qui est vraiment une école très singulière, et du par son interdisciplinarité, on en parlait à l'instant, et du fait de sa recherche académique et appliquée, qui sont vraiment très liées au quotidien. Et également, c'est une école qui est très proche depuis toujours, depuis sa création, depuis 1882, des industriels et des besoins des industriels. Il y a eu de nombreux prix Nobel, des inventions comme le radium de Pierre et Marie Curie, la découverte du tube néon, également des choses un peu plus récentes, tout ce qui est le collage de tissus biologiques, et puis l'imagerie, bien sûr, ultrasonore, ultra rapide. Donc c'est vrai que tout ça, c'est dans l'ADN de l'ESPCI, et aujourd'hui, les chercheurs et les écoles ingénieurs que l'ESPCI peut former perpétuent en fait ce lien très fort entre la recherche fondamentale appliquée, également le lien avec les industriels et l'innovation. Et donc, tout naturellement, fin 2015, début 2016, le SPCI a décidé de créer un incubateur pour mieux accompagner les innovations et la création de start-up dans ses premières années. Et du coup, aujourd'hui, l'incubateur de l'ESPCI s'appelle PCUP. C'est depuis son origine, 22 start-up ont été incubées. C'est à peu près plus de 250 emplois qui ont été créés, 55 millions de fonds levés et également 16 millions de chiffres d'affaires réalisés. Et en fait, notre spécificité à l'incubateur, c'est vraiment d'être essentiellement deep tech, donc issu bien sûr de la recherche académique avec une forte innovation de rupture et des forts besoins, bien sûr, en capitaux. Et également, ce qu'on leur demande, et c'est ce que disait, ce qu'évoque bien l'Institut Langevin, c'est d'avoir un lien avec une thématique ou un laboratoire de recherche, ou même le vivier d'étudiants, parce que c'est vrai que nous, on va leur apporter des accès à un équipement de haute technologie, de la recherche d'excellence, également le vivier d'étudiants à l'ESPCI qui est assez recherché. Et c'est gagnant-gagnant. C'est vraiment un rapport très win-win, dans le sens où la start-up va pouvoir développer certaines technologies que pour X raisons, le laboratoire ne pourra pas faire, mais du coup, le laboratoire pourra utiliser aussi cette technologie. Et ça, c'est très bien illustré, je pense, par ce qu'a dit Arnaud et par Langevin. Et Geoffroy aussi complétera. Et du coup, les différences, pour revenir à cette question, alors, c'est sûr que c'est quand même que des startups deep tech, donc il y a quand même énormément, surtout lors des premières années de développement, de points communs. On en parlait tout à l'heure, la construction de l'équipe, qui est super importante, puisque c'est des startups techno-push. Mais bien sûr, il y a tout ce qui est équilibre de l'équipe et les compétences à recruter qui sont primordiales. Également, tout ce qui est propriété intellectuelle, tout ce qui est aussi trouver le bon marché, parce que c'est vrai que c'est souvent des superbes technos. Après, il faut vraiment savoir comment accéder au marché et trouver le bon créneau. Voilà, tout ça, c'est des problématiques finalement. Et la techno, bien sûr, où nos startups échangent régulièrement. On a même eu des startups qui ont fait de la cross-fertilisation. Une startup qui a utilisé en fait une brique d'une technologie d'une autre startup pour potentialiser en fait sa technologie. Donc tout ça, c'est des échanges, que ce soit sur la techno ou sur ces problématiques plus de management business sur lesquelles ils échangent. Maintenant, si je reviens sur la question des différences, j'en verrai trois. Je verrai une première différence
sur tout ce qui est le marché adressable. Parce qu'effectivement, en fonction du marché sur lequel on va, il y a par exemple la réglementation qui est plus ou moins contraignante. Si une start-up doit faire des essais cliniques, elle va mettre plus de temps qu'une start-up qui a juste besoin d'une auto-certification. Donc là, il y a vraiment une différence de go-to-market. Après, on a des start-up qui vont par étapes, c'est-à-dire qu'elles vont faire d'abord un projet de collaboration sur des applications R&D et ensuite, typiquement, vont dans le diagnostic. Voilà. Donc ça leur permet de générer déjà un peu de chiffre d'affaires, de s'auto-financer, tout en ayant cet objectif d'essai clinique. Après, il y a la deuxième différence qui va aussi sur le fait d'un go-to-market plus ou moins rapide, c'est l'état d'esprit, je pense, des cofondateurs. Il y a des cofondateurs qui vont être très scientifiques. Du coup, la science avance très vite. Il y a des startups où il y a déjà un très bon équilibre entre un CEO qui vient du marché industriel, ou en tout cas qui est plus business, et souvent le CTO qui est porteur du projet, qui va donc s'occuper de tout ce qui est science. On a aussi des scientifiques qui ont très, très forte appétence pour l'entrepreneuriat. Et du coup, je parlais d'état d'esprit des cofondateurs parce qu'en fonction de tout ça, ça va être des choix stratégiques. Est-ce qu'on va aller se confronter tout de suite aux industriels? Est-ce qu'on va aller tout de suite sur le marché? Est-ce qu'on prend un peu plus de temps pour développer la technique? Voilà, tout ça, ça joue dans le choix stratégique. Et je dirais la troisième différence que vraiment j'observe, c'est la capacité à s'entourer des bonnes compétences. Des bonnes compétences, je pense notamment à tout ce qui est prototypage et industrialisation, qui en fait sont super importants et absolument indispensables pour tout ce qui est scale-up après. Et ça, c'est vrai qu'en fonction, pareil, des compétences qu'on peut recruter et du choix des cofondateurs, ça apporte pas mal de différences. Après, c'est sûr que nous, on accompagne les startups sur 2-3 ans. Je pense qu'il y a beaucoup plus de différences notables au bout de 4-5 ans d'existence de la startup. Ouais. Merci pour ce témoignage très riche. On pourra reprendre toutes ces idées, je pense, peut-être au fil de l'atelier, mais on va passer tout de suite sur un cas concret avec Geoffroy. Donc, Geoffroy, tu es le CTO et cofondateur de Greener Wave, qui est une spin-off de l'Institut Langevin dont parlait Arnaud à l'instant. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire? Qu'est-ce qui a fait émerger cette start-up suite aux recherches qui en sont à l'origine? Oui, tout d'abord, merci Bruno et merci à ABP pour cette invitation, pour partager un petit peu sur notre expérience. Donc, moi, je voulais dire quelques mots sur le positionnement de la société au sein de l'écosystème et notamment de cet écosystème recherche pluridisciplinarité. Et la première chose, c'est que déjà, nous, on est une startup essentiellement pluridisciplinaire. C'est pas le lieu pour raconter exactement ce qu'on fait, mais il faut savoir que notre technologie est issue du monde de l'optique, alors qu'on travaille dans le domaine des micro-ondes et de la connectivité, des communications sans fil. Donc déjà, sans pluridisciplinarité, pas d'existence de la société. Au niveau de la recherche fondamentale et du lien recherche fondamentale également pluridisciplinaire, on a commencé par des articles d'assez haut niveau sur des aspects assez fondamentaux avant maintenant d'appliquer cette technologie à des aspects beaucoup plus pratiques. Par exemple, on avait publié un article donc j'étais chercheur avant, j'ai rejoint la société à plein temps, sur comment on va faire de la physique fondamentale dans des cavités, un truc qui est vraiment très fondamental. Et puis maintenant, on l'applique à des distributeurs de nourriture avec une technologie RFID. Donc, voilà, et c'est exactement les mêmes idées. De la même manière, on utilise des idées qui viennent du monde de l'imagerie médicale, de l'acoustique ultrasonore, pour aller faire de l'imagerie radar pour la conduite assistée pour les véhicules autonomes. Donc voilà, on est vraiment issu de ce monde pluridisciplinaire et notre société, la technologie n'existerait pas sans ce monde pluridisciplinaire. Après, notre existence aux côtés et au sein de PSL et de l'SPCI, de l'Institut Langevin, et aussi évidemment il y a une importance énorme de cette proximité, étant donné que déjà on collabore au jour le jour avec l'Institut Langevin. Donc on a un contrat de collaboration, on a accès à du matériel de très haut niveau, on a accès à de l'expertise de très haut niveau, évidemment avec les chercheurs qui y sont. On développe beaucoup de choses avec eux. On a également accès
aux étudiants de l'ESPCI. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. On avance beaucoup avec les étudiants de l'ESPCI. C'est très, très bon, des très, très bonnes personnes qu'on aimerait bien recruter, mais le format le laisse pas trop, malheureusement. Mais bon, qui nous aide beaucoup. Et puis, évidemment, la proximité avec tous les autres startups, tous les autres laboratoires de recherche qui font qu'il y a une émulation, et qui est extrêmement riche pour une startup comme nous, Deep Tech, dans cet environnement. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on retrouve très clairement l'idée de proximité et l'idée d'un effet d'écosystème où il y a une espèce de synergie organique et très bottom-up entre différents types d'acteurs qui se retrouvent parce qu'ils vivent ensemble, parce qu'ils sont localisés au même endroit et parce qu'ils ont des intérêts communs. Et puis, il y a une nouvelle idée, il me semble qu'on pourra peut-être creuser, c'est qu'une des spécificités, une des forces de l'écosystème PSL, c'est cette proximité entre des choses considérées comme de la recherche très fondamentale et des applications. Il n'y a pas du tout dans vos discours, et je pense que c'est frappant peut-être par rapport à ce qu'on entend dans d'autres contextes, une distinction entre recherche fondamentale, comme s'il fallait un résultat fondamental, puis faire de la recherche appliquée, et puis ensuite faire du transfert, sans doute. Là, on a l'impression que c'est même un processus itératif où voilà, les gens des équipes de recherche fondamentale prennent le café tous les jours avec les équipes des startups et discutent, et que ça donne des itérations. Donc, je pense que c'est aussi une chose assez frappante dans l'écosystème PSL. On va poursuivre avec Valérie. Donc, on est toujours dans PSL, mais maintenant à Mines ParisTech. Et donc, c'est une école qui a un track record assez exceptionnel que beaucoup de gens connaissent en termes de recherche partenariale, mais aussi des startups dans beaucoup de domaines, énergie, sciences. On a eu un exemple tout à l'heure avec Sublime Énergie, et puis sciences de la Terre, robotique, ingénierie quantique. Donc, voilà, à nouveau, quel lien entre ces type de transfert et d'innovation et la recherche de l'école? Merci Bruno. Merci à la BPI de nous donner cette occasion de partager nos expériences diverses et variées. À l'école des mines, c'est vrai que la très grande majorité des startups issues de la recherche ont besoin de rester proches de la recherche, en fait, au moins dans les premières étapes. Donc, c'est pourquoi nous proposons presque systématiquement de les héberger dans les centres de recherche pour justement garantir la proximité dont tu parlais avec les chercheurs et avec les équipements. Donc, alors, comme tu l'as dit, nous avons des startups dans beaucoup de domaines différents. Donc, l'ordinateur quantique avec Alice et Bob. Enfin, si je cite les trois dernières, la Géostat, Architect et Sublime Énergie qu'on a entendu tout à l'heure sur le biogaz. Donc, on voit bien que c'est des domaines très différents, des maths, du matériau, de la géoscience, etc. Et ce que je viens de dire, en fait, est vrai absolument pour toutes les disciplines. Là, je ne peux pas répondre à ta question des différences, puisqu'il n'y en a pas. En tout cas, chez nous, les startups, comme je disais, issues de la recherche, ont besoin de rester proches de la recherche au début. Alors, la différence, elle est sur le type d'innovation. C'est-à-dire qu'il y a suivant l'innovation que la start-up va développer, il y a des innovations technologiques, donc je reparle de Sublime Énergie, ou des innovations plus numériques. Et évidemment, si on doit donner accès à des équipements scientifiques, à des bancs d'essai ou autres, c'est pas du tout la même histoire que de donner accès à un code. Donc là, du point de vue accès aux dispositifs expérimentaux, aux assets, aux moyens de recherche, on va avoir des différences dans le lien qu'on va faire entre la recherche et les startups. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'en fait, il y a deux liens entre notre recherche et les startups. Il y a un lien en innovation, c'est-à-dire qu'on va devenir partenaire d'innovation. On va essayer de faire maturer la techno, enfin la solution ensemble. Et donc là, je rejoins ce qui a été dit sur les élèves. On va essayer d'utiliser tout notre écosystème, des stages d'élèves, des alumni, etc. Et en particulier, donc comme tu l'as dit, on fait énormément de recherche partenariale. On est membre d'un institut Carnot qui s'appelle l'Institut Carnot Mines. Donc on a énormément de liens avec les entreprises. Et ce carnet d'adresses est éventuellement intéressant pour ces startups. Donc, on va les mettre en relation.
Ces entreprises seront peut-être des clients ou on a aussi des entreprises qui nous proposent de les héberger parce qu'elles ont des conditions d'expérimentation qui sont justement nécessaires pour l'étape d'après. Voilà. Donc ça c'est un premier lien, partenaire d'innovation. Et puis le deuxième, c'est en fait partenaire de recherche, parce que c'est extrêmement rare que, même s'il y a déjà une invention, voire une innovation, il n'y ait pas encore du travail de recherche. Donc là, je parlais d'Alice et Bob, par exemple, le chercheur qui est en lien avec les deux fondateurs a une ERC et il va faire beaucoup de recherche qui va probablement beaucoup intéresser encore cette start-up. Donc voilà, donc en fait, on devient aussi, on va éventuellement faire de la recherche partenariale avec la start-up. Et en fait, c'est ce qui est arrivé avec le dernier contrat qu'on a signé avec Sublime Énergie, où on est à la fois partenaire de valorisation, d'innovation et partenaire de recherche. Et c'est ce qui va se passer aussi pour le prochain. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire en te présentant que tu es directrice adjointe de la recherche en charge justement des relations entreprises et de l'entrepreneuriat. Donc ça vient sur le lien que tu as mentionné. Et j'en profite pour dire que, comme il a été mentionné au début, notamment par Alain Fuchs et Jacques Levinaire, PSL a développé un modèle de valorisation très orienté vers les startups, mais qu'on ne veut surtout pas opposer à d'autres modèles. On pense que, comme tu l'as dit, il y a des synergies très fortes entre un modèle de recherche partenariale et la création de startups, que nos startups vont trouver dans les partenaires industriels des labos des opportunités commerciales, de co-développement, etc. Et inversement, on voit de plus en plus, et c'était très clair dans le travail qu'on a fait avec Elia Partners pour lever le fonds PSL, que des grands industriels s'intéressent à PSL, bien sûr pour l'excellence de la recherche scientifique qui s'est faite, mais aussi parce que c'est un écosystème où il y a une forte dynamique start-up, ce qui les intéresse pour leur démarche de veille, d'open innovation, etc., etc. Voilà, je vais me tourner maintenant vers Gordon Hamilton, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous. Il est de l'autre côté de la Manche et on espère qu'on pourra l'entendre et le voir et que Boris Johnson n'a pas encore saboté le lien Internet transmanche en prévision du Brexit. Donc Gordon, tu es le CEO et fondateur de Depixus, qui est une spin-off du département de physique de l'ENS. Son développement, sans entrer dans les détails, que d'ailleurs je ne maîtrise pas, met en jeu des expertises multiples, de l'optique à l'électronique, en passant par la biologie. Peux-tu un peu nous décrire comment le lien avec l'équipe donc, de Vincent Croquette à l'ENS a permis de mobiliser, de développer cette technologie, de mobiliser ces expertises et contribuer à répondre aux besoins de l'entreprise? Oui, bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Super. Bon, un grand merci pour cette invitation à toi, Bruno, à PSL et à BPI France. Bruno, tu m'as dit et me rassurer que je peux peut-être faire ce petit discours en anglais, si ça sera OK. No problem. Vu qu'on est un peu limité en temps et ma connexion n'est pas le mieux, peut-être ça sera mieux aussi pour moi. Just to say a few words. So yes, as you introduced, Depixus, we're a spin-out coming out of a biophysics lab of Vincent Croquette and David Bensimon at ENS. And already in terms of interdisciplinary subjects, biophysics is never a natural. They don't inhabit the same worlds terribly easily. The sort of the messiness of biology, together with the cleanliness of physics, is an interesting dynamic. And so, right from the outset of Depixus, we have been in this world of trying to marry physics with biology. And as you introduced, we're developing a technology which is really about trying to analyze the genetic world in more depth than ever before. In particular to reveal mechanisms of genetic regulation and control. And we're developing a technology which is very much linked around the physical properties of biological molecules. So, when we come to structure the company right at the beginning, and I think I'm going to try in this few minutes that I have really to talk to the entrepreneurs in the audience and those who are creating startups, and to give you a sort of few practical impressions and thoughts that I've had of building a company over the last few years. So we're now a team of 30 staff at Depixus. 25 of those staff were in R&D. And we have a very diverse mix of
of team members. We have molecular biologists who are there to help prepare samples for analysis. We have surface chemists to capture those samples inside an instrument. We have engineers that cover optics, that cover mechanical elements, electrical elements, fluidic elements of the instrument system. We have data scientists whose job it is to take data off the instrument system and treat it, and ultimately then put it into, to pass it through some software. So we have to have software developers to help run the instrument system, and then bioinformaticians and statisticians ultimately to then treat the final data and to deliver a result to our future customers that's going to be of value to them. And that's a really extraordinary mix of different talents, different expertises, all under one roof, pursuing one goal, which is to get a reliable instrument system out onto the market, which can really change the face of biology. That's the world and the game that we're in. And that presents a couple of serious challenges, and I just want to highlight two of them. The first is in the area of recruitment. So how on earth do you go about, right from the early days of getting the right team members, and various other people on this discussion, on this panel have touched on this. Recruiting the right people right at the beginning is absolutely critical. The first hire in any one team is probably the most important hire you can make for that team for the entire future of the company. It'll be that person who's probably going to lead a particular team, who's going to continue to help you make further recruitment decisions, to build a team around them, and to support the ongoing development of the company. And that's a really big challenge, particularly if you've got to recruit across a wide number of disciplines when you don't have the sector expertise yourself. I don't know anything right at the beginning about electrical engineering, really nothing. And so I would strongly encourage people, we've touched on this as well, to get help from organizations like PSL, from founding labs, and Vincent and David at ENS have been extremely valuable to us, to work a network, to use extensive external help in finding the right people, and to look worldwide. We have 14 different nationalities in Depixus and 30 staff, just to give you a sense of impression of that. And never recruit people just through pure need for speed. That is a very bad principle. Find the right people, even if it takes you the time, a longer time to find the right people. That is absolutely critical for the future of the business. The second challenge it presents is communication. We have many different languages, many different disciplines, not just languages, but I mean the language of different scientific disciplines to try to bring together under one roof. And it's really important that people can speak together. This is one integrated project where a software engineer has to understand what a molecular biologist wants to do with an instrument system in order that they can appropriately write their software, and the molecular biologists can interact with that software in the way that they want to be able to. And so team meetings and so on, all sorts of practicalities of making sure that people are informed enough about what is going on in all the other disciplines across the company. And that's also a major challenge to lead a company in this way, and to ensure that teams are working together across this very, very sort of interdisciplinary world environment. I'll just finish by saying that that is also one of the biggest and greatest delights of working in a company like Depixus and leading a company. It is immensely exciting and rewarding to be surrounded by so many people from so many different backgrounds and areas of expertise, and it is really one of the greatest rewards of the job. Well, I will leave it there. Thank you, Gordon. That's very, very inspiring. I had another question for you, actually, which may be a bit trickier, so sorry if that's how you see it. The question is probably not one that you ask yourself every morning, but if you're willing to make the mental exercise of imagining that instead of manufacturing equipment for epigenetic sequencing, Depixus happened to be in the business of selling photovoltaic panels, or God knows what other instrument in the field of environment. How do you feel that your life would be different in that case? I think inevitably in the modern day world, with modern day instrumentation and technologies, the boundaries of physics and biology and chemistry are increasingly blurred. Even in photovoltaics, it's not a field I know well, but undoubtedly there are elements of chemistry. There are undoubtedly elements of electrical engineering, of systems engineering.
it's a similar challenge, I think. I think we at Dupixus have the additional dimension of biology, which is a naturally and inherently rather messy subject, very, very multifactorial, and trying to get biology to work, put it into an instrument and make it work is undoubtedly an additional dimension that other tech companies, deep tech companies, may not have to fight with. But I think, yeah, in today's world, one has to go into deep tech with very much an interdisciplinary mindset, and an ability and willingness to work with many different people from many different areas of expertise to make any form of instrumentation work in the modern scientific world. So I don't see great differences. I just think Dupixus is probably a little at the extreme on this spectrum. OK, thanks a lot. Je vais repasser au français pour m'adresser à Jean-Michel Dalle. Jean-Michel est le directeur d'Agoranov, incubateur bien et honorablement connu sur la place de Paris, que je ne présente pas. Jean-Michel, je suis heureux de dire d'abord que PSL vient de devenir officiellement membre d'Agoranov, ce qui est une manière d'officialiser une relation de travail qu'on avait depuis longtemps. Et du coup, que tu as interagi avec beaucoup de nos startups, que tu connais bien l'écosystème PSL et l'écosystème parisien en général. J'avais envie de te donner la lourde responsabilité de faire une sorte de synthèse de tout ce qui s'est dit jusque-là, ce qui est d'autant plus un challenge que, si j'ai bien compris, tu as été déconnecté quelques instants, donc on est heureux de te voir réapparaître. Donc, comment vois-tu le lien des startups que tu vois arriver à Agoranov avec la recherche, le rôle de l'interdisciplinarité et les spécificités finalement que je sais qu'à Agoranov, vous êtes organisé un petit peu par domaine d'activité. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les spécificités de l'accompagnement que vous apportez aux startups biotech versus celles qui seraient dans l'industrie ou dans le numérique? Merci Bruno. Oui, j'espère que les dieux de l'Internet vont permettre que la connexion soit à peu près stable. Et je vais être bref par rapport à ce que tu as dit et ce qu'ont dit les autres intervenants. Je ne pouvais pas m'empêcher, en vous écoutant les uns et les autres, d'entendre le mot écosystème être repris à plusieurs reprises. Et en fait, à la fois, c'est un mot qu'on utilise tous, mais je pense qu'il faut insister sur la réalité de ce que ça représente. Et je pense qu'une manière simple de réaliser les choses, c'est de regarder ce qu'est l'écosystème aujourd'hui, de se souvenir de ce qu'était l'écosystème il y a, mettons, 10 ans, voire moins, mais mettons 10 ans, et de se dire qu'est-ce que ça changerait ou qu'est-ce que ça a changé pour les entrepreneurs. Et je pense que ce que ça a changé, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus d'interlocuteurs avisés comme ceux qui étaient aujourd'hui à cette table ronde, etc., auprès desquels ils peuvent trouver des conseils, de l'accompagnement. Et c'est une manière d'essayer de donner un sens très pratique à la notion d'apprentissage collectif. Je pense que l'écosystème a appris, je pense qu'il s'est structuré dans le sens d'une meilleure organisation, la question de comment est-ce que des étudiants peuvent être impliqués dans des projets a aussi été sur c'est un élément assez du jeu collectif qui s'est mis en place et qui fait que les choses ont changé depuis 10 ans et d'une manière assez considérable de mon point de vue, et que c'est au bénéfice des entrepreneurs que ça joue. Et après, par rapport à la question de la typologie des startups, etc., j'ai envie de répondre d'une manière qui est peut-être un peu indirecte, si je peux me permettre. Ce que je constate, c'est que malheureusement, sur ce plan-là, le scepticisme qui a facilement cours quand on est sur une innovation tech qui est différente, nouvelle, implique l'utilisation de beaucoup de technologies. Une fois, il s'agit de fabriquer des diamants, une autre fois, il s'agit de produire de la farine d'insectes. Systématiquement, je trouve qu'on a encore trop de réactions spontanées qui sont des réactions de scepticisme. Et je prenais l'exemple indirectement d'insectes. On a eu le plaisir d'accompagner chez Agoranov à leur création. On a eu des petites bêtes, boulevard Aspaille même à un moment.
qui donc vient de lever plus de 300 millions d'euros, est un grand succès deep tech de l'écosystème français, au-delà même de l'écosystème parisien. Je peux témoigner de l'ampleur des réactions de scepticisme qui ont existé au moment où ils se sont lancés, alors même qu'ils avaient une proposition de valeur qui était très intéressante et très claire, et que c'était une équipe assez remarquable. Et je voudrais pouvoir dire que ceci s'est corrigé aussi avec le développement de l'écosystème et qu'aujourd'hui, les nouvelles idées un peu disruptives sont mieux accueillies. Elles le sont mieux au sein de notre écosystème et j'ai aucun doute de la part de nous tous qui nous sommes exprimés aujourd'hui. Mais je ne suis pas encore malheureusement complètement convaincu que ce soit le cas quand on regarde les choses d'une manière plus large. Et je pense qu'on a tous collectivement encore un peu de pédagogie à faire par rapport à ça, pour que chaque innovation nouvelle puisse être appréciée comme avec le potentiel de nouveauté qu'elle a et pas nécessairement avec des réactions un petit peu sceptiques comme on a encore trop souvent. Et d'une certaine manière, l'accompagnement fourni par Agoranov, et je conclus là-dessus, ça peut aussi être de mettre en relation des entrepreneurs qui ont une nouvelle idée très originale avec d'autres qui ont eu des idées très originales précédemment, même si ce n'est pas forcément exactement dans le même secteur, parce qu'il y a quelque chose à apprendre de la manière dont on peut comment dirais-je, dont on peut avoir à convaincre. Et je pense que ce travail qui consiste à apprendre à convaincre, ça fait aussi partie du chemin de l'entrepreneur deep tech et ça fait aussi partie de l'accompagnement qu'on peut essayer d'apporter à ceux d'entre eux qui viennent nous voir. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je vais juste reprendre une seconde ton dernier point sur un peu l'image de l'innovation de rupture pour, à titre personnel, donner un message plutôt d'optimisme. Il me semble qu'on progresse. Il est clair qu'il y a un changement. On a parlé, Alain Fuchs a parlé tout au début de cet après-midi de la culture de l'innovation qui se développe à PSL. Et je pense que ce n'est pas propre à PSL, c'est un phénomène général qu'on voit partout chez les étudiants, chez les jeunes chercheurs, l'attrait de l'innovation, l'attrait des startups. Je pense que, puisqu'on est dans les murs de BPI France, c'est bien de saluer le plan Deep Tech, qui est quand même une initiative à l'échelle nationale, avec toute la puissance institutionnelle qui est derrière, sur un peu passer le message de l'importance de l'innovation de rupture, de l'importance de la recherche et de tout ce qui y est associé. Voilà, il nous reste très peu de temps. Je voudrais juste peut-être donner la parole aux autres membres du panel pour leur demander s'ils veulent reprendre ce que vient de nous dire Jean-Michel, c'est-à-dire finalement, à partir de cette idée, l'écosystème progresse. Je pense que c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire plus pour renforcer cette progression? Moi, je veux bien rebondir brièvement, effectivement, sur ces propos. L'écosystème, on l'a beaucoup dit aujourd'hui, a beaucoup évolué, a beaucoup progressé depuis 15-20 ans. On peut remonter à la loi Allègre qui a été mentionnée tout à l'heure par Jacques Lévinaire. Mais je pense qu'il faut réfléchir aussi à l'étape ultime, qui est de faire en sorte que nos pépites croissent et qu'elles puissent rester en France. Nous, on a été à l'origine de la création de 12 entreprises. Sur les 12, 3 d'entre elles qui ont particulièrement bien réussi ont été rachetées par des sociétés étrangères. Alors, ce n'est pas forcément un mal en soi, parce que ça peut permettre le développement des dites entreprises. Mais évidemment, ça pose la question quand même de la pérennisation de l'emploi en France. Et je crois que ce qui manque encore, le trou dans la raquette, finalement, si j'ose dire, c'est cette difficulté à passer au stade supérieur, à créer les TPI, voire même les Google de demain. Et dans le domaine des deep tech, c'est particulièrement compliqué parce qu'on l'a dit, l'intensité capitalistique est forte. Il faut beaucoup de capitaux, on en manque en France. Et par ailleurs, c'est un petit message à destination des grands groupes industriels. Je pense qu'il y a aussi une certaine forme de frilosité, au-delà de l'aspect capitalistique, des grandes entreprises, qui auraient vocation, à mon avis, à racheter certaines de nos pépites pour les faire croître. Oui, je pense que tu rejoins ce que nous disait Jean-Michel sur une certaine tendance au scepticisme sur les farines d'insectes ou sur d'autres sujets. Et peut-être qu'effectivement, c'est pour ça aussi que je parlais du plan Deep Tech, que nous, dans l'écosystème, nous sommes, je pense, très convaincus de la valeur de l'innovation de rupture, mais il faut que cette culture et que cette volonté vers l'innovation percole en dehors vers l'ensemble du monde économique, le système financier, etc. Je pense que c'est en cours, mais que ce n'est pas achevé.
Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires pour terminer? Oui, non, si ça marche. Là, oui. Oui, ce qui m'a frappé aussi dans les workshops qui nous ont précédés et dans le nôtre, c'est que c'est presque un miracle qu'une start-up réussisse parce qu'il faut tellement de choses entre la techno, les RH, le business model, le plan de financement, etc. Enfin, et donc, je pense que aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup d'accompagnement, énormément de choses, et ça peut être aussi compliqué pour une start-up de savoir où aller, à quel moment, utiliser quoi, etc. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que chacun sache bien ce qu'il peut faire que d'autres ne feront pas. Donc nous, par exemple, on a décidé de ne pas avoir d'incubateur et pratiquement toutes nos startups vont chez Agoranov et on en est vraiment ravis, quoi. Donc, et on pense que nous, ce qu'on sait faire le mieux, en tout cas, c'est le lien avec la recherche dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, à mon avis, c'est ça aussi que chacun est dans le cadre de PSL, qu'on sache bien qui fait quoi, etc., pour aider au mieux, qu'il n'y ait pas non plus une surenchère, enfin, je veux dire, qu'il n'y avait pas assez de choses et que maintenant, ce serait moins, il y aurait trop de choses et pas assez coordonné. Donc, je pense que l'articulation, c'est aussi très important maintenant, quoi. Geoffroy? Oui, moi, juste un petit mot sur le fait que finalement, on parle beaucoup d'investissement dans les startups, etc. Et je considère vraiment que ces startups, elles n'existent pas s'il n'y a pas la recherche qui va avant. Et qu'à l'heure actuelle, moi, je constate qu'il est plus facile de se financer en start-up que dans le monde académique. Et ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir, moi, ancien chercheur. Je déjeunais l'autre jour avec Arnaud et je lui faisais le bilan de mes années académiques qui étaient plutôt bonnes en termes de publication, mais bizarrement beaucoup plus difficiles en termes de financement. Et voilà, je pense que si on s'oriente que vers le financement de la recherche dite d'innovation, c'est-à-dire sur les startups, on flingue tout ce qui va avant, quoi. Alors, je pense que c'est sûrement pas le message qu'on voulait donner. Et je crois qu'on a parlé du lien étroit. Donc, et ça a été aussi évoqué dans les premières sessions de l'après-midi, que voilà, il faut un très bon écosystème de recherche pour produire cette fertilité, produire des startups, produire des innovations. Donc, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Il y a, on pourrait, je ne pense pas que ce soit vraiment notre sujet, discuter de l'équilibre entre le financement des startups et le financement de la recherche. Je crois qu'on est tous d'accord qu'il faut maintenir, renforcer le financement de la recherche, y compris de la recherche fondamentale, et que dans certains cas, la recherche fondamentale a un impact socio-économique un siècle plus tard. Je ne sais pas si on pense à la mécanique quantique, ou enfin peut-être un demi-siècle. Mais dans d'autres cas, ça peut être très très proche, comme les exemples que nous a donné Arnaud tout à l'heure. Donc je crois qu'on va garder cette idée-là. Pour terminer, peut-être je voudrais reprendre le terme de miracle qui a été utilisé par Valérie, que je trouve très, très sympathique, et dire que le challenge qu'on se donne collectivement, c'est donc de créer un environnement qui permette de répéter les miracles, au moins, disons, dans un pourcentage non négligeable des tentatives. Et ça rejoint aussi ce que disait Jacques Le Vinaire ce matin. Il faut prendre le risque de l'échec. C'est un truc, je pense, c'est peut-être probablement lié à ce scepticisme dont parlait Jean-Michel. Je pense que le rapport à l'échec, c'est un truc très compliqué dans la culture française en particulier. On le dit souvent à nos jeunes chercheurs, entrepreneurs, etc. L'échec, c'est pas un échec définitif, comme disait Jacques. L'échec, c'est l'occasion d'apprendre des choses et de refaire autre chose après. Je pense que là-dessus, là-dessus aussi, la culture avance doucement. Vous savez qu'il y a quelques années, on avait une loi sur les faillites bancaires qui disait en gros que si on faisait faillite une fois, on était blacklisté à vie. Donc ça a été changé, je crois, grâce à Fleur Pellerin, sauf erreur. Et donc c'est, d'une manière générale, le rapport à l'échec, je pense, a beaucoup évolué. Et c'est ça qui permettra peut-être à plus de gens de tenter de créer des miracles. Voilà, je crois qu'il faut qu'on arrête là. Je vais vous remercier tous à nouveau pour vos interventions. Je voudrais remercier tous les internautes pour leur attention et leur endurance, pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Vous avez la possibilité de participer à un système de networking via un pop-up qui va apparaître sur vos écrans. Donc, n'hésitez pas à y poser des questions. Elles nous seront transmises. Et en tout cas, merci beaucoup de votre attention. On est très heureux et très fiers d'avoir pu participer à cet après-midi du Deep Tech Tour. Merci beaucoup.